Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le Premier ministre et ses ministres ont fait plusieurs faux pas depuis l'élection. Certains ministres ont été soit relégués aux banquettes arrière ou encore ont été défendus avec un enthousiasme pour le moins douteux. Des volte-face, des plans de crise, des griefs, des poursuites, on en a vu beaucoup de ce jeune gouvernement. Monsieur le Président, quand ça lui plaît, le Premier ministre dit avoir un mandat fort et peut utiliser ce qu'il appelle sa stratégie bulldozer. On doit cependant admettre que son mandat fort est souvent à géométrie variable. Comment peut-il avoir un mandat clair pour un dossier comme celui de l'immigration ou du même coup balayer du revers de la main certains engagements forts, des engagements à la base même de son parti politique, comme entre autres le remboursement des trop-perçus? Ce changement de cap, Monsieur le Président, est tout simplement inacceptable. Pour reprendre les mots du Premier ministre, c'est gênant, Monsieur le Président. En cette semaine de budget, est-ce que le Premier ministre peut avouer à la population qu'il leur a promis depuis des années des mesures qu'il n'a jamais eu l'intention d'appliquer une fois au gouvernement, comme c'est le cas pour les trop-perçus? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je ne sais pas si je dois répondre en français ou en anglais au Parti libéral aujourd'hui, qu'ils comprennent bien. Mais ce que c'est le chef de l'opposition officielle, c'est quand on regarde les hausses de tarifs chez Hydro-Québec, il y a seulement 2 années où les hausses de tarifs ont excédé l'inflation. C'est les lignes bleues qu'on voit ici par rapport aux bâtonnets orange qui représentent l'inflation. Ces 2 années-là, il était dans un gouvernement libéral qui a non seulement laissé augmenter les tarifs d'électricité de plus que l'inflation, mais dans des années où les bénéfices d'Hydro-Québec ont été supérieurs aux prévisions. Donc, il n'y avait vraiment aucune raison pour que cet argent-là ne soit pas remis aux Québécois. Durant la campagne électorale, Monsieur le Président, la CAQ a promis 2 choses. On a promis d'abord qu'à l'avenir, plus jamais, les tarifs d'Hydro-Québec vont augmenter de plus que l'inflation. Et deuxièmement, on était les seuls à s'engager à remettre autant d'argent dans le portefeuille des Québécois. Et je demande au chef d'attendre 2 jours. Il va voir qu'on va respecter toutes nos promesses. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le Premier ministre savait très bien qu'il ne rembourserait jamais les trop-perçus d'Hydro-Québec. Pour paraphraser le journaliste Antoine Robitaille, il a dit de façon très claire « Votre discours était tellement dénonciateur que les Québécois ont perçu ça comme un engagement. » La question se pose, pourquoi avez-vous induit la population en erreur pendant toutes ces années? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle sait très bien qu'il ne peut tenir. Vous aurez compris, ces propos ne sont pas permis, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je vous demande de les retirer, s'il vous plaît, Monsieur le chef de l'opposition officielle. C'est fait. C'est fait. Monsieur le Premier ministre. Oui. Monsieur le Président, en 2014 et en 2015, le gouvernement libéral a augmenté de 1,5 milliard sur les dernières années, là, de plus que ce qui aurait dû augmenter les tarifs d'électricité. Jamais on fera ça, Monsieur le Président. Et pour corriger cette situation, je sais que le chef de l'opposition officielle est un ancien homme d'affaires. Je l'invite à aller lire le cadre financier de la CAQ. Il va voir clairement qu'on n'a jamais proposé de rembourser 1,5 milliard de trop-perçus libéral, qui a été fait par le gouvernement libéral. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le Premier ministre savait très bien qu'il n'allait pas réaliser ses promesses. Je vais vous donner d'autres exemples. Où est le chèque d'1 milliard qu'il devait déchirer, puis qu'on devait récupérer des médecins? Dans quelle banque a-t-il été déposé, ce chèque? Et on attend toujours, Monsieur le Président,
le fameux engagement des 90 minutes d'attente à l'urgence. Pouvez-vous enfin avouer que vous n'allez pas livrer ces engagements que vous avez fait miroiter à la population du Québec? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'en reviens pas que le chef de l'opposition officielle ose parler des salaires des médecins spécialistes. Monsieur le Président, on a un gouvernement qui, sans avoir aucune justification, a augmenté d'à peu près 50 les salaires des spécialistes, qui actuellement, quand on tient compte de la différence du coût de la vie, gagnent 1 milliard de trop. 1 milliard de trop. Mon collègue, le président du Conseil du Trésor, est en train de réparer les pots cassés du Parti libéral. On l'a promis, on va le faire. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Premier ministre peut nous attaquer quand il y a un problème. Il peut attaquer le fédéral à chaque fois qu'il y a un problème. Des fois, il attaque les syndicats quand il y a un problème. Mais une chose est claire, c'est que ce n'est pas ça qui va augmenter les budgets. Ce n'est pas ça qui va donner le milliard qu'il a promis en santé. Et également, ce n'est pas ça qui va régler les promesses qu'il a faites des trop perçus. Est-ce que le Premier ministre, pourquoi il refuse encore une fois d'honorer ses engagements? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement de la CAQ va respecter tous ses engagements. Et oui, quand on parle du gouvernement fédéral, on ne se mettra pas à genoux comme le Parti libéral. On va réclamer notre dû du gouvernement fédéral. Et oui, on va se battre pour les Québécois. On ne va pas se mettre à plat ventre comme les libéraux. Question principale, Monsieur le député de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Alors, cette semaine, le ministre des Finances aura la chance de déposer son premier budget. Un grand moment pour toute personne qui occupe ce poste et je souhaite bon succès dans la livraison du budget. Avec ce grand défi, il y a aussi de grandes responsabilités. En 2006, nous avons adopté une loi qui prévoyait des mesures pour nous assurer de réduire le niveau d'endettement et ces mesures incluaient aussi la création du Fonds de génération. La loi avait pour objectif de réduire la dette à un niveau de 45 du PIB 21 mars 2026. Selon les données du ministère des Finances, nous atteindrons cet objectif en 2020, ce qui est très bien, probablement la faute aux libéraux aussi. Alors, Monsieur le Président, le ministre peut-il nous dire s'il en profitera de l'occasion du budget pour revoir les objectifs de réduction de dette de 45 à 40 du PIB en 2026? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, durant la campagne électorale, nous avons parlé de la gestion de la dette et nous avons dit que nous allions respecter la loi sur l'équilibre budgétaire et la gestion de la dette. Et quant aux détails précis, quant au moment, tout ça sera révélé jeudi. Première complémentaire, Monsieur le député de Robert Baldwin. Bon, on attendra jeudi, Monsieur le Président. C'est dans 2 jours. Il aurait pu nous le dire aujourd'hui, mais en tout cas, ça sera une discussion à avoir, j'en suis sûr. Aussi, ce sera le budget, le moment des choix, Monsieur le Président. Et un des choix que le ministre a déjà fait, c'est de verser directement 10 milliards de dollars du Fonds de génération à la réduction de la dette. À notre avis, ce n'est pas une bonne idée. Est-ce que le ministre peut nous dire quelles sont les études qui ont été faites pour prouver que cela était efficace? Monsieur le ministre des Finances. Je ne peux pas te donner l'étude, mais je peux donner notre source d'inspiration, Monsieur le Président. C'était le gouvernement précédent qui avait décidé de faire 5 versements de 2 milliards. Et nous avons décidé d'accélérer ces versements en tenant compte de l'excellente performance des rendements boursiers des 10 dernières années et, d'autre part, des économies que ceci générait sur les intérêts de la dette et ceci dégage une marge de manœuvre qui pourra être investie dans la qualité des services aux Québécois. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Robert Baldwin. Justement, Monsieur le Président, le gouvernement précédent voulait le faire sur 5 ans. Le gouvernement actuel l'a fait d'un coup sur 10 ans. L'a fait d'un coup 10 milliards sur 1 an, tout de suite, d'un coup. Cela va faire perdre à peu près 300 millions de dollars au gouvernement du Québec parce que l'effet levier du Fonds de génération, il va être pratiquement vidé. Donc, c'est ça la question. Alors, Monsieur le Président, je donne une chance au ministre avant le dépôt du budget
peut-il nous informer s'il compte vraiment reculer sur cette mauvaise idée? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, mon collègue de Robert Baldwin semble confondre rendement passé et rendement futur. Les rendements passés des 10 dernières années ont indiqué que le rendement du Fonds des générations était supérieur au coût de la dette par approximativement 2 %. C'était très bien. Quant au rendement futur, nous n'avons aucune certitude sur ceux-ci, et c'est pour cela, en toute connaissance de cause, que nous avons fait le versement sur la dette, et en toute connaissance de cause, et nous sommes très heureux de cette décision qui dégage une marge de manœuvre pour investir notamment en éducation, Monsieur le Président. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, en matière de politique publique, il est de loin préférable de se baser sur les faits que sur des opinions. Et la semaine dernière, l'IRIS, qui est l'Institut de recherche d'information socio-économique, démontrait à quel point le projet de loi 9 faisait exactement le contraire. Je vous recommande, à ceux qui ne l'ont pas encore lu, de prendre le temps de lire quelques chapitres. C'est assez éclairant. Et on parle de décisions irréfléchies. On dit que rien n'indique qu'accueillir moins d'immigrants améliorera le sort de ces immigrants. Monsieur le Président, après le Conseil du patronat, la Fédération des chambres de commerce, c'est au tour de l'IRIS de dire que descendre les seuils d'immigration n'est pas positif. Les semaines de relâche permettent toujours à tout le monde de prendre un peu de recul. Alors peut-être que le ministre de l'Immigration a pris un peu de recul et qu'il revient ici en Chambre, peut-être un peu moins orgueilleux et peut-être plus à l'écoute, un peu moins entêté par rapport à la proposition du projet de loi numéro 9. Est-ce que les seuils d'immigration seront maintenus en 2019? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je suis content de retrouver ma collègue ici à l'Assemblée nationale. Je constate qu'elle est toute heureuse de me retrouver et on va passer beaucoup de temps ensemble, je pense, au cours des prochaines semaines en commission parlementaire. Et ça sera l'occasion de débattre du projet de loi 9, où deux visions s'opposent, Monsieur le Président. La vision du Parti libéral, à laquelle il y a eu une démonstration claire et nette à l'effet que le système d'immigration libérale a été un échec, et où on a laissé des personnes sur la touche, où on a fait en sorte d'accueillir des gens qui n'avaient pas d'adéquation entre leur profil de compétences et les besoins du marché du travail. Où on a la vision qui va être mise en place par le gouvernement de faire en sorte de donner davantage de services aux personnes immigrantes à partir du pays d'origine, à la fois qu'ils soient permanents, à la fois qu'ils soient temporaires, et de s'assurer qu'on les accompagne adéquatement dans leur parcours d'immigration, dans leur parcours d'intégration. Pour ce qui est de l'étude de l'IRIS, on en a pris note. On note leurs commentaires. Cela étant dit, il faut faire en sorte de prendre action, et c'est ce que nous faisons dans le cadre du projet de loi 9, pour s'assurer de réformer le système d'immigration, de l'améliorer. Or, depuis le début de la session, ce que j'ai constaté de la part du Parti libéral, c'est un blocage. J'espère que les semaines de relâche vous ont fait cheminer. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Le ministre de l'Immigration sait fort bien que nous avons fait maintes et maintes propositions. Alors, j'ai une question spécifique pour lui par rapport au seuil d'immigration, parce que c'est ça la question qu'on lui pose. Est-ce que le ministre peut nous confirmer qu'il y a une entente avec le gouvernement fédéral et dire que pour le regroupement familial, pour 2019, ce sera bien 8 900 personnes qui vont être acceptées au Québec, et pour les réfugiés, ce sera bien 6 950 personnes. Avez-vous une entente avec le fédéral? C'est la question qu'on pose au ministre de l'Immigration. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, le 4 décembre dernier, on a déposé le plan annuel en matière d'immigration 2019 et c'est le plan que nous entendons respecter relativement aux différents seuils en ce qui concerne l'immigration économique, les réfugiés ainsi que le regroupement familial. Il faut comprendre également, Monsieur le Président, qu'au cours des prochains mois, nous tiendrons une consultation générale relativement à la planification pluriannuelle pour les années 20, 21, 22, qui déterminera les seuils relativement à l'immigration que nous accueillerons au cours des prochaines années. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, Monsieur le Président, c'est que c'est un tout aussi. Il faut moderniser le système d'immigration, il faut s'assurer d'augmenter les services aux personnes immigrantes pour améliorer leur francisation et leur intégration. Et ça va de pair notamment avec le nombre de personnes que l'on accueille. Il faut mieux faire les choses, c'est ce qu'on va faire. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Alors, je n'ai pas entendu la réponse à ma question. La question était la chose suivante, Monsieur le Président. Est-ce qu'il peut confirmer qu'il y a une entente avec le fédéral pour maintenir les chiffres? Et ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas d'entente. Ce que je comprends aussi, c'est que le Québec perd deux fois. On perd une fois parce qu'on réduit les seuils contre l'avis de scientifiques et d'experts, et on perd une deuxième fois parce qu'on va couper dans l'immigration économique. Alors, pour remplir la promesse, le ministre a choisi de faire mal à l'économie du Québec. Est-ce que réellement le ministre de l'Économie est en accord avec ça? Monsieur le ministre de l'Immigration.
Monsieur le Président, si un parti qui a fait mal à l'économie du Québec, c'est en ne prévoyant pas la pénurie de main-d'œuvre, en s'assurant pas de faire en sorte d'avoir, le nombre de travailleurs présents sur leur territoire québécois qui répond aux besoins des différentes entreprises du Québec dans toutes les régions du Québec. Honnêtement, le bilan du Parti libéral, à ce jour-ci, pourquoi est-ce qu'il y a 118 000 emplois de disponibles? C'est parce que vous n'avez pas réussi à s'assurer que les gens qui se retrouvaient dans une fin de carrière, on puisse s'assurer qu'ils demeurent sur le marché du travail. Vous n'avez pas fait en sorte de sélectionner des immigrants qui répondaient au marché du travail en fonction des besoins des différentes régions. Vous n'avez pas fait en sorte de vous assurer que les gens des communautés autochtones puissent intégrer le marché du travail, notamment en les intégrant dans le système d'éducation. Ça, c'est des choses qu'on va faire et qu'on s'est engagé à faire parce qu'on est en mode solution, nous, contrairement. Question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, depuis le début de son mandat, à 2 reprises, je me suis levé en cette Chambre pour demander au premier ministre de rembourser les trop perçus d'Hydro-Québec qu'il demandait aux libéraux de rembourser, qui n'ont pas été remboursés par les libéraux. À deux reprises, le premier ministre a refusé. À 2 reprises, le premier ministre a prétendu que la pétition de la CAQ, les motions, les questions, ça compte plus. Il a aussi prétendu que les Québécois ne s'attendaient pas vraiment à ça. Ils étaient satisfaits. On constate ce matin que 92 % des Québécois disent au premier ministre qu'il a tort. Les Québécois veulent être remboursés. C'est leur argent qui a été perçu en trop. C'est une question de principe et de justice. Je vais répéter une fois de plus la question au premier ministre. 92 % des Québécois s'attendent à une réponse positive. Va-t-il rembourser les Québécois ou il va faire comme le Parti libéral et refuser? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, c'est très difficile de suivre le Parti québécois sur ce dossier. On se rappellera qu'en campagne électorale, la CAQ proposait, s'engageait à remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois en réduisant les taxes scolaires, en réduisant les tarifs de garderie, en augmentant les allocations familiales. Savez-vous quoi? Le Parti québécois était contre le fait de remettre de l'argent dans le portefeuille. Aujourd'hui, le Parti québécois nous dit « On voudrait que vous remettiez 1,5 milliard dans le portefeuille des Québécois. » Évidemment que si Hydro-Québec, demain matin, remet 1,5 milliard aux Québécois, il va manquer dans les fonds du gouvernement 1,5 milliard. Est-ce que le chef du Parti québécois est en train de nous dire qu'il faudrait couper dans les services? Dans quel service veut-il couper? Première complémentaire. Monsieur le chef de l'opposition officielle, c'est le seul à qui appartient la parole présentement. Monsieur le Président, manifestement, sur les trop perçus, il a mal perçu le message des Québécois. C'est lui qui a dit, en cette Chambre, assis juste là, qu'il fallait rembourser. Il adoptera les mesures qu'il veut dans son budget. Mais moi, je crois à la parole donnée. Et aux 92 % des Québécois qui disent « remboursez-nous », si sa réponse c'est non, doit-il reconnaître qu'il a dit ça en vain et qu'il a manifestement créé des attentes qu'il n'est pas capable de remplir auprès des Québécois? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, la CAQ s'est engagée sur la durée du mandat, donc sur 4 ans, à remettre plus d'1,5 milliard dans les poches des Québécois. En même temps, puis on va le voir avec le ministre des Finances, on va être capable de bien financer les services en éducation, bien améliorer les services aux aînés. Donc, on va le faire dans l'ordre sur 4 ans. C'est ça l'engagement de la CAQ, puis c'est ça que la CAQ va respecter. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, j'étais là. Il y a eu une pétition, ils sont allés la déposer au bureau. Il y a eu des motions, des questions. Ils ont dit que c'était sournois. C'est ça qu'ils ont dit à l'Assemblée nationale. Puis, vous savez quoi? On a écouté. Alors, aujourd'hui, il nous dit que finalement, c'était pour gagner l'élection. Puis maintenant qu'il est au pouvoir, les Québécois peuvent bien l'attendre. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je suis convaincu que le chef intérimaire du Parti québécois est capable de bien lire les engagements de la dernière campagne électorale. Il est capable de bien lire le cadre financier de la CAQ pour la dernière campagne électorale. Je l'invite à aller le relire s'il ne l'a pas déjà fait. S'il y avait 1,5 milliard dans le cadre financier qui était prévu, bien, il l'aurait su, il en aurait parlé pendant la campagne électorale, il en parle après la campagne électorale. Le PQ qui était contre est maintenant pour remettre de l'argent dans le portefeuille. Où veut-il couper les services? Question principale, Madame la chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Vendredi dernier, des centaines de milliers de manifestants et manifestantes étaient dans les rues partout sur la planète. Ils n'avaient un objectif très, très clair,
c'est-à-dire que les gouvernements en place prennent des engagements concrets, agissent concrètement pour le climat. Alors, les jeunes du Québec ont répondu vraiment présent, Monsieur le Président. D'ailleurs, je suis plutôt fier d'eux autres parce que Montréal était le plus grand rassemblement planétaire. C'est sûr qu'on a vu quelques gazouillis de la part de quelques ministres caquistes soulignant cette mobilisation. C'est bien fin, là, mais c'est pas ça que les jeunes demandent, Monsieur le Président. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chacune des demandes et je vais demander au premier ministre s'il s'engage, oui ou non, à réaliser les demandes de nos jeunes. Alors, leur première demande, établir un programme d'éducation à l'environnement et de sensibilisation à la crise climatique. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre s'y engage, oui ou non? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, vendredi dernier, il y avait des jeunes qui étaient dans la rue pour manifester. Je ne pense pas que c'était mon rôle d'être avec les jeunes. Je pense que les jeunes voulaient envoyer un message à toute l'Assemblée nationale, au gouvernement à Ottawa, au gouvernement partout dans le monde. Parce que, je le répète, puis il faut se le dire, Monsieur le Président, le Québec est l'endroit et l'État en Amérique du Nord où on a des émissions de GES par habitant les plus basses. On peut-tu être fier de ça? Et moi, je serais ouvert à ce qu'on aide nos voisins, entre autres avec l'hydroélectricité, à réduire leurs émissions de GES, parce qu'on habite tous sur la même planète. Monsieur le Président, je pense qu'il y a des cours d'éducation à la citoyenneté. On est en train de mettre en place un cours économie. Puis évidemment, on parle d'économie durable. Donc, on est ouvert à améliorer l'information qui est donnée aux jeunes. Mais je pense que les jeunes, là, on peut être fiers d'eux autres, comprennent bien les enjeux. Nous, notre rôle, c'est de les écouter. Puis c'est ça qu'on va faire. Première complémentaire, Madame la chef du troisième groupe d'opposition. Je pense que la réponse est non. En tout cas, on ne l'a pas entendu. Deuxième demande. Demander aux établissements d'enseignement de retirer leur investissement dans les énergies fossiles et de tenir un bilan carbone institutionnel. Est-ce que le premier ministre peut s'y engager, oui ou non? Monsieur le Premier ministre. Bien, écoutez, Monsieur le Président, les établissements d'enseignement, vous êtes en train de dire que les écoles ont des investissements dans des énergies fossiles. Bon. Je sais que la Caisse de dépôt a une politique pour réduire ses investissements dans des entreprises où il y a des énergies fossiles. Je pense que c'est important que toutes les sociétés d'État qui ont des investissements le fassent. Il faut les sensibiliser. Donc, évidemment que s'il y a des petits fonds d'investis par des écoles, bien, il faudrait les sensibiliser pour pas que ça soit investi dans des énergies fossiles. Mais je découvre là qu'il y aurait des millions dans les écoles d'investir dans les énergies fossiles. Deuxième complémentaire, Madame la chef du troisième groupe d'opposition. Faites confiance à vos jeunes, ils vous le disent. Troisième demande, dernière chance, adopter une loi climatique forçant l'atteinte des cibles recommandées par le GIEC pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut s'y engager et répondre oui ou non à ces jeunes? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, quand on regarde les derniers chiffres qui ont été laissés par l'ancien gouvernement, on voit que la réduction des GES a été de 9 %. L'objectif est de réduire de 20 % d'ici 2020. C'est l'année prochaine. Moi, je demande à la chef de la deuxième opposition de rapidement me déposer un plan, puis me dire combien ça coûterait pour atteindre cet objectif de moins 20 % l'année prochaine. Moi, je pense que ce n'est pas réaliste. Puis la raison, bien, ça s'appelle le Parti libéral. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. S'il vous plaît.
Monsieur le Président, aujourd'hui, juste dans la MRC d'Abitibi-Ouest, il y a plus de 130 femmes enceintes de 20 semaines et plus. Des familles qui s'apprêtent à vivre ce qui devrait être un des moments les plus heureux de leur vie. Mais au lieu de se réjouir, au lieu de se préparer en sachant qu'elles seront prises en charge par des professionnels de la santé, par une unité de natalité de grande qualité à quelques minutes de chez eux, au lieu de voir ce jour arriver avec emballement, elles sont inquiètes. Inquiètes parce que le gouvernement a fermé l'obstétrique à la SAR. Inquiètes parce que personne ne sait si c'est une fermeture temporaire ou permanente. Inquiètes parce que la semaine dernière, une femme a dû accoucher en pleine salle d'urgence à la SAR, pas d'obstétrique, pas d'anesthésiste, avec un gynécologue appelé en panique à 3 heures du matin. Tout ça parce que la CAQ a fait le choix de fermer l'unité de natalité. Aujourd'hui, finalement, après des assemblées citoyennes, après des appels à l'action des maires, de la préfète, des médecins, la ministre se dit préoccupée. C'est bien le fun, mais elle n'a rien fait pour régler la situation. Peut-elle entendre les centaines de citoyens qui disent « Naître à la SAR, j'y tiens ». Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, la situation qui est décrite par mon collègue député en Abitibi est extrêmement préoccupante. Et effectivement, on peut penser que c'est le résultat d'une centralisation à outrance qui a eu lieu dans les dernières années sous l'ancien gouvernement, où on a vraiment retiré des intervenants, retiré des gestionnaires en première ligne. C'est aussi la conséquence d'une pénurie de main-d'œuvre dont on ne s'est pas occupé suffisamment parce qu'on était pris dans de l'organisation de structure. Nous, comme gouvernement, nous allons, dans les prochaines 4 années, remédier à ce problème, réparer ce qui a été fait depuis 4 ans et voir au service de proximité pour les Québécois et les Québécoises dans l'ensemble des régions du Québec. Et nous allons voir à la situation en Abitibi et la population, l'établissement en Abitibi se mobilise, les élus se mobilisent. En terminant. Nous allons vouloir résoudre la situation dans les plus brefs délais. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Oui, Monsieur le Président, tout le monde est mobilisé, sauf la ministre. Voici ce que le CIS affirme publiquement. Pour l'accouchement en salle d'urgence, ils disent « c'est pas souhaitable, mais c'est arrivé et le protocole a été respecté ». Et en plus, Monsieur le Président, on fait peur à la population en disant « si on ouvre la natalité, bien, il va falloir fermer les soins intensifs, voire les autres unités ». Monsieur le Président, des accouchements comme celui-là, on n'en veut plus. L'Abitibi n'en veut plus. À la SAR, les gens commencent à dire que ça ressemble à de la médecine de brousse. Est-ce que la ministre veut vraiment qu'au Québec, on se mette à faire des accouchements comme à l'époque des filles de Caleb? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, moi, j'ai eu l'occasion de visiter certains établissements du réseau. J'ai travaillé dans le réseau et je sais qu'il y a énormément de professionnalisme dans le réseau et je sais que les personnes qui travaillent dans le réseau ont à cœur de donner les meilleurs services. Alors, je sais qu'on prend tous les moyens et nous suivons la situation de façon continue. On prend tous les moyens pour résoudre cette situation. On a pris les moyens pour que les femmes qui sont touchées soient accompagnées, qu'elles puissent accoucher de façon sécuritaire et nous allons continuer de suivre la situation. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, il se passe quelque chose de grave à la SAR. En décembre, on annonçait la fermeture de 8 lits à l'hôpital. En décembre, l'unité de natalité a été fermée pendant un temps et maintenant, depuis février, elle est fermée pour une période indéterminée. Cette semaine, le CIS a dû réaffirmer publiquement le maintien de l'unité d'hémodialyse, même si, selon eux, il pourrait y avoir des ruptures de service à n'importe quel moment. Et maintenant, on apprend que jeudi et vendredi, il y aura rupture de service en chirurgie. Je suis vraiment obligé de rappeler à la ministre de la Santé du Québec que la SAR, c'est au Québec. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Est-ce que je dois rappeler à mon collègue député que pendant 4 ans, on n'a pas vu à ces situations et que nous, comme gouvernement, nous allons nous occuper des régions. Nous avons l'héritage actuellement de ce qui s'est fait pendant 4 ans, mais nous allons y voir et nous allons réparer ce qui a été fait. Et nous travaillons de concert avec la Fédération des médecins spécialistes pour des services spécialisés et de concert avec l'établissement, la population et les élus de l'Abitibi et de toutes les régions du Québec. Question principale, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président.
La semaine dernière, Radio-Canada nous informait que plus de 5 400 places de stationnement incitatif avaient disparu comme par magie dans les plans des futures gares du réseau express métropolitain. On veut que le nombre d'utilisateurs augmente et on réduit le nombre de stationnements offerts. Ça ne nous apparaît pas logique. Les personnes qui ne peuvent pas se stationner au REM, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont continuer de prendre leur voiture et continuer de congestionner les accès au centre-ville de Montréal. L'un des objectifs était pourtant de favoriser la mobilité durable. On veut simplifier la vie des gens et les inciter à réduire leur empreinte écologique en utilisant les transports en commun. Et là, on leur complique plutôt la vie. On leur demande de marcher jusqu'à 2 km pour un arrêt d'autobus pour ensuite accéder au train de banlieue. Et pourquoi? Pas pour une question d'accessibilité, pour une question de rendement. Est-ce que l'objectif de la Caisse de dépôt et placement, c'est de faire des profits dans ce dossier? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, le projet du REM est sûrement le projet le plus important depuis le métro de Montréal. Je communique, je suis en discussion avec les gens de la Caisse de dépôt toutes les semaines ou à peu près, autant pour les mesures de mitigation de la ligne de montagne que pour le succès du futur REM. La Caisse de dépôt a tout intérêt, Monsieur le Président, à ce que le projet du REM fonctionne. Les libéraux étaient d'accord, Québec solidaire était d'accord. Vous étiez à peu près les seuls dans la dernière législation qui disaient non à ce projet. Alors, je vous répète, j'ai entièrement confiance à la Caisse de dépôt. J'ai entièrement confiance que ce projet va se réaliser et va répondre spécifiquement aux actions directes de notre politique de mobilité durable et de réduire l'auto-solo au Québec. Merci, M. le Président. Première complémentaire, M. le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, M. le Président. L'objectif du Parti québécois était plus ambitieux que celui du REM. Mais maintenant que la Caisse de dépôt et placement continue, ce qu'il faut mentionner, c'est que l'un des effets voulus, c'est la réduction des gaz à effet de serre. On en parlait tout à l'heure, les gens ont pris la rue vendredi dernier par milliers pour demander au gouvernement d'agir. Pourquoi le ministre n'est-il pas d'accord pour retirer le plus de voitures possible des routes? Monsieur le ministre des Transports. La Caisse de dépôt a très bien expliqué son plan de marche la semaine passée. Le but et le défi, c'est de réduire l'auto-solo en périphérie, à Montréal, partout au Québec, pour répondre aux actions de notre politique de mobilité durable. Alors, je répète, j'ai entièrement confiance en la Caisse pour être capable de réaliser ce projet qui va changer complètement la dynamique du transport collectif, du transport en commun à Montréal et en périphérie. Deuxième complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, M. le Président. Ce qu'on voit dans le projet, là, actuellement dans les changements au projet, c'est que la Caisse est prête à n'importe quoi pour réduire ses coûts de construction et augmenter le profit par passager. Il faut donner le plus de chances possible aux automobilistes de profiter du réseau et d'un réseau de transport accessible. Ma question, est-ce que le ministre peut rappeler la Caisse à l'ordre et exiger plus de transparence, d'abord, dans les décisions, parce que ça s'est fait en douce, la disparition des stationnements? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, c'est très réducteur comme réflexion. Au-delà de tout ça, là, on devrait tous travailler ensemble pour assurer le succès du REM à Montréal et en périphérie. On devrait tous travailler ensemble parce que ce projet, je le répète, va changer la dynamique du transport en commun à Montréal, en périphérie. Alors, on est persuadé que la Caisse a tous les outils en main pour être capable d'assurer le succès de ce projet et de répondre, encore une fois, aux besoins des usagers. Question principale, Madame la députée de Verdun. Depuis longtemps, tous reconnaissent l'importance du maillage culture-éducation. D'ailleurs, la politique culturelle annoncée en juin dernier le rappelait clairement. Le projet de loi 12 du ministre de l'Éducation suggère que les sorties culturelles qui permettent aux élèves de fréquenter les lieux culturels professionnels ne fassent plus partie des services éducatifs. Donc, le PL12 obligerait les parents à défrayer les coûts des sorties culturelles. Ce matin, peut-être que la ministre de la Culture ne le sait pas, mais 3 regroupements culturels représentant des centaines d'organismes sont venus nous témoigner leurs inquiétudes en commission parlementaire. Est-ce que la ministre de la Culture a défendu le milieu auprès de son collègue pour que les sorties culturelles soient maintenues au cursus scolaire? Peut-elle nous assurer que les enfants auront accès à des sorties culturelles totalement gratuites en septembre prochain? Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
Monsieur le Président, je suis bien content d'avoir votre question sur culture et éducation. D'ailleurs, on travaille en collaboration, ma collègue et moi. Et justement, la collègue était présente ce matin, mais c'est peut-être un problème de compréhension. Dans le projet de loi 12, on ne vient pas retirer du cursus scolaire l'obligation de faire des sorties scolaires. On vient simplement éliminer le flou que le précédent gouvernement a amené avec sa directive en juin dernier, qui est venu semer vraiment la confusion dans l'ensemble des partenaires culturels au Québec. Et d'ailleurs, les trois intervenants qui sont venus nous parler ce matin, ils ont vraiment déploré la directive du précédent ministre qui est venu amener une baisse d'inscription de plusieurs écoles, parce que là, ne sachant plus ce qui était gratuit, ce qui n'était pas gratuit, est-ce qu'ils avaient le droit de facturer, est-ce qu'ils avaient le droit de s'inscrire, bien, il y a eu vraiment un automne famélique dans plusieurs théâtres, dans plusieurs musées, à cause de ça. Le projet de loi va venir clarifier le tout, garantir une hausse des inscriptions, et d'ailleurs, le projet de loi a été salué par les trois intervenants ce matin, et je précise une chose, nous allons remplir nos engagements, et à l'intérieur du mandat, il y aura 2 sorties gratuites. Première complémentaire, Madame la députée de Verdun. En tout cas, on n'a pas assisté à la même commission parlementaire parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes. Vous semblez dire qu'ils ont applaudi. C'est faux. La ministre de la Culture se proclame souvent la défendresse des artisans, des artisanes, des producteurs, des productrices. Bref, elle dit toujours qu'elle veut protéger le milieu. Clairement, quand il faut qu'elle se lève, elle reste assise puis elle est spectatrice. Très honnêtement, Monsieur le Président, quand c'est le temps d'agir, il faut se lever, il faut se défendre. C'est ça, être ministre de la Culture. Moi, je vois qu'encore... Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Malheureusement, vous savez, je déplore encore une fois que ma collègue, il va souvent d'envolées lyriques pour faire peur au milieu culturel, faire peur aux différents intervenants. Mais moi, je veux les réconforter, surtout la réconforter. Inquiétez-vous pas, on a pris des engagements et on va les respecter à l'égard de la culture. Je sais que vous n'êtes pas habitués d'entendre ça, là, des engagements respectés, là, pas habitués d'en faire non plus, mais vous allez voir. Mais cela dit, Monsieur le Président, moi, je veux rassurer le milieu. Nous avons pris des engagements fermes et la culture à l'école dans la culture, il y en aura et vous allez me permettre de poursuivre tout de suite après. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Verdun, à qui appartient la parole, s'il vous plaît. Ce ne sera pas une pause, Monsieur le Président. À l'automne, dans son excès d'enthousiasme, la ministre de la Culture a créé de faux espoirs dans le milieu de la culture, promettant des sommes d'argent dans la mise à jour de novembre. Sommes qui n'étaient pas là. Donc, on a vite compris qu'elle avait perdu le combat face au ministre des Finances. Est-ce qu'on comprend encore une fois que la ministre a perdu un autre combat pour la culture face au ministre de l'Éducation et qu'on va perdre, donc, on va oublier le parcours scolaire et la gratuité pour les sorties scolaires? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je serai toujours présente pour l'industrie du livre, présente pour nos créateurs, présente pour nos jeunes. Et vous savez, on travaille ensemble. Le ministre de l'Éducation et moi-même, on se parle, on coordonne nos activités parce qu'on veut qu'il y ait des sorties culturelles. Et oui, le milieu a énormément souffert, Monsieur le Président, au cours des dernières années, sous la gouverne libérale. On va y voir. J'ai tellement hâte parce que j'ai parlé avec mes collègues, naturellement, aux finances, au Trésor. On parle, on travaille ensemble. Et moi, j'ai bien hâte de lire le budget de notre nouveau ministre des Finances. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'heureux. Et de grâce, arrêtez de faire peur. On sait que le Parti libéral, c'est votre marque de commerce. Arrêtez! Madame la députée d'Anjou-Louis-Riel. Oui, merci, Monsieur le Président. Hier, nous apprenions que la CAQ a l'intention d'interdire les cartes de crédit pour les jeunes de moins de 18 ans. Sérieusement, il n'y a personne qui a voté pour ça au Québec. On n'en a même jamais entendu parler. Le gouvernement semble vouloir atteindre la fin des consultations de l'Office de la protection du consommateur pour se faire une idée, mais dans le fond, si on se fie à la déclaration de l'adjointe parlementaire, on comprend que leur opinion est déjà faite. La réalité, Monsieur le Président, c'est que certains de nos jeunes qui n'ont pas encore 18 ans sont déjà parents. D'autres sont sur le marché du travail ou encore aux études à l'extérieur de leur région. Ça démontre que des jeunes responsables, il y en a. Est-ce qu'on pourrait faire confiance
plutôt à nos jeunes, plutôt que de penser à les punir, Monsieur le Président. Il me semble que si nous devons faire quelque chose en matière de carte de crédit, c'est de taper sur les doigts des institutions financières qui ne font pas leur travail, pas sur les jeunes, Monsieur le Président. J'aimerais savoir, est-ce que la ministre entend réaligner son adjointe parlementaire sur ce sujet, Monsieur le Président? Madame la ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Je trouve, en tout cas, on parlait de propos alarmistes tantôt, je pense qu'on en a encore un bon exemple. On est présentement en consultation. Consultation sur une quarantaine de recommandations pour améliorer la loi sur le crédit avec l'Office de la protection du consommateur. Consultation qui n'a pas été menée jusqu'au bout par le gouvernement précédemment, et c'est ce qu'on est en train de faire, Monsieur le Président. C'est vrai qu'une des propositions, une des solutions mises au jeu, si on veut, dans la consultation, est peut-être d'interdire le crédit aux moins de 18 ans, mais ce n'est pas la seule proposition. Il y a déjà eu une proposition par le gouvernement précédent d'assujettir l'obtention d'une carte de crédit par un jeune à la signature expresse d'un parent, ce qui n'a pas été fait, ce qui aurait peut-être été une bonne solution par ailleurs. Donc, on est en train de regarder toutes les solutions, Monsieur le Président. On travaille là-dessus. On est conscient de l'endettement de nos jeunes, de nos familles. J'ai moi-même un adolescent. J'espère qu'il va pouvoir être plus conscientisé dans le futur par rapport à son crédit. Mais on travaille là-dessus, puis on est juste au stade de la consultation, Monsieur le Président, pas au stade des décisions. Première complémentaire, Madame la députée d'Anjou-Louis Riel. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aimerais rappeler à la ministre que mon collègue de Jean Talon aurait intégré le cours obligatoire d'éducation financière au secondaire, justement pour sensibiliser les jeunes à cette question. Aux jeunes de moins de 18 ans, ce que le gouvernement s'apprête à faire en interdisant les cartes de crédit, c'est pas la solution. La ministre ne convient-elle pas que ce qu'il faut faire, c'est éduquer les jeunes vers une saine gestion de leur portefeuille plutôt que de les infantiliser et de les punir, Monsieur le Président? Madame la ministre de la Justice. Alors, bravo. Bravo, Monsieur le Président, au gouvernement précédent pour une bonne décision. Effectivement, l'éducation, c'est une façon d'agir. On le fait en accès à la justice, on le fait dans le droit de la famille, on le fait dans plusieurs enjeux. Mais ce n'est pas une solution unique. Alors, on est en train de regarder d'autres solutions pour protéger justement le crédit de nos jeunes. Et je suis d'accord que l'interdiction n'est peut-être pas la seule solution, mais c'est pour ça que c'est au jeu présentement. Et c'est pour ça qu'on en discute. On nous reproche de ne pas discuter. Bien alors, moi, c'est ce que je fais. Je lance des consultations et je fais des propositions. Et on met la balle en jeu, puis on verra bien. Donc, le gouvernement ne s'apprête pas à interdire, Monsieur le Président, pardon. Mauvaise habitude. S'il vous plaît. En terminant, il y a des deuxième choses qu'on complémentaire, facilement. Madame la députée d'Anjou-Louis Riel. Oui. Oui, Monsieur le Président, évidemment, je vais rassurer la ministre. On est d'accord pour resserrer les règles de crédit, mais la question de la carte de crédit, c'est une petite partie de l'enjeu. Les prêts ballons dans le secteur automobile, les hypothèques par appui dans le secteur immobilier sont des enjeux beaucoup plus importants et c'est ça qui fait le plus mal au crédit de nos jeunes, Monsieur le Président. La ministre peut-elle rassurer les citoyens sur les mesures qu'elle entend proposer et nous confirmer qu'elle ne pénalisera pas les jeunes comme le propose son adjointe parlementaire, Monsieur le Président? Madame la ministre de la Justice. Alors, Monsieur le Président, je peux effectivement rassurer ma collègue et les Québécois. On n'est pas dans la prohibition sans cause, on n'est pas dans faire les choses sans réfléchir. Alors, c'est pour ça que ma collègue, mon adjointe parlementaire, mène présentement une consultation. Effectivement, il y a plusieurs propositions, recommandations pour améliorer la question du crédit au Québec avec l'Office de la protection du consommateur. J'ai effectivement nos jeunes à cœur et on va faire ce qu'il faut, Monsieur le Président, mais on est déjà à la consultation, on n'est pas aux décisions. Question principale, Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Vendredi dernier, il y avait des dizaines de milliers de jeunes du Québec dans la rue pour demander enfin une action décisive de la part du gouvernement dans la lutte au changement climatique. Cette semaine, les mêmes jeunes sont dans la rue pour demander qu'on améliore leurs conditions de vie, pour demander enfin qu'on rémunère leurs stages. Le ministre a pris des engagements en campagne électorale parce qu'il le reconnaît, le statu quo n'est plus possible. On ne peut plus accepter que la jeunesse québécoise serve de cheap labor. Si le ministre sait ça, pourquoi est-ce qu'il laisse entendre qu'il n'y aura pas d'argent dans le budget pour les stagiaires du Québec? Il pourrait très bien, dès maintenant, mettre de l'argent de côté et préciser les modalités d'application plus tard. Il pourrait le faire. Ce serait une manière de montrer qu'il écoute les jeunes du Québec. Tout à l'heure, le premier ministre, suite à la question de ma collègue, a dit 3 fois non à la jeunesse québécoise qui se mobilise. Est-ce que son ministre préféré va faire la même réponse aux stagiaires?
Monsieur le ministre de l'Éducation, s'il vous plaît. Président, je sais que dans la classe, des fois, il y avait des chouchous, mais je pense pas qu'il y ait de chouchous à la Coalition Avenir Québec, qu'il y ait de préférés ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on va avoir des problèmes parce que je n'ai pas entendu le ministre dire 3 fois non tout à l'heure. Je pense qu'il a bien répondu à chacune des questions. Par rapport au stage, parce que la question porte là-dessus, on a été très clair dès le départ. D'abord, on a été très sérieux. On l'avait dit en campagne électorale qu'on allait se pencher sur cette question-là. On avait fait des débats, d'ailleurs, mon collègue et moi. Je me suis présenté devant les associations étudiantes. Je voyais bien que c'est une préoccupation très importante, légitime. Une fois que le gouvernement a été formé, on s'est mis à faire une consultation qui soit importante pour se rendre compte que la première chose qui était à faire, c'est un état des lieux. Il y a vraiment beaucoup de stages et de toutes les sortes au Québec. Il y en a en formation professionnelle, il y en a au collégial, il y en a à l'universitaire, et il y en a qui sont d'observation, il y en a qui sont de prise en charge, il y en a qui sont intensifs, il y en a qui sont ponctuels. Il faut d'abord savoir ce qu'il y en est. Ensuite, on s'est dit, une fois qu'on a colligé l'ensemble des stages, on va rencontrer les associations étudiantes, on va rencontrer les porte-paroles, on va dresser ensemble le bilan et je vais revenir tout à l'heure pour voir l'étendue de notre plan d'action. Vous ne pourrez pas venir tout à l'heure parce que là, ceci met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci.